Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, première émission de l'année. Alors permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous et mes meilleurs voeux, une très bonne année 2020, année riche en actualité politique avec bien sûr 2 élections, les municipales en mars et les sénatoriales en septembre. Et c'est bien les municipales qui seront au cœur de cette émission spéciale Club de la Presse. Nous allons parler des enjeux dans les principales villes de Poitou-Charentes, des forces en présence et des villes qui peuvent créer la surprise. Pour en parler, nous avons invité 4 de nos confrères de la presse régionale. Baptiste Bise, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Nouvelle République, Centre Presse. Également présent sur ce plateau, Ismaël Karoum. Bonjour Ismaël, journaliste à La Charente Libre. Et pour nous parler de la situation dans les Deux-Sèvres, Laïd Beritan, rédacteur en chef adjoint à la rédaction de France 3 Poitou-Charentes, nous a rejoint. Bonjour Laïd. Bonjour Jérôme. Et enfin, en duplex de notre rédaction de La Rochelle, Arnaud Develde, rédacteur en chef de Demoiselle FM. Bonjour Arnaud. On va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par le contexte de cette campagne des municipales, un contexte de conflit social sur fond de réforme des retraites. Est-ce que cela peut jouer sur les élections ? Baptiste Bise. Disons qu'il n'est jamais très bon pour le candidat du parti au pouvoir au niveau national de se présenter localement en période de conflit. Donc on peut dire que si le conflit devait durer jusqu'au mois de mars, si le vote à l'Assemblée puis au Sénat, si les débats s'éternisent et que la protestation se poursuit dans la rue, ça peut quand même embêter les candidats locaux de La République En Marche dans notre région. Il faut toujours remettre effectivement ces élections, même si elles sont locales, dans un contexte aussi national. 2014, il y avait un président qui s'appelait François Hollande, une majorité plutôt de gauche, et on a bien vu qu'à chaque fois que le parti majoritaire, le président, le parti du président, eh bien, sur des élections intermédiaires, ils perdent beaucoup de plumes. Et alors, de fait, là, l'exemple n'est pas le même, puisque le parti n'existait pas, le parti La République En Marche, partant de zéro, l'analyse est différente. Alors, donc, effectivement, tout le monde se scrute pour savoir quel sera le score des listes LREM quand elles sont constituées, quand elles sont autonomes. Ismaël Karoum. On a d'ailleurs effectivement un effet balancier depuis 20 ans sur les élections intermédiaires et locales, que ce soit départementales ou municipales ou autres, par rapport au parti au pouvoir. Donc effectivement, pour les candidats En Marche, ce conflit social peut avoir une incidence. D'ailleurs, on les entend pas trop revendiquer non plus leur carte. Autant il y a quelques mois, oui, aujourd'hui, ils le cachent plutôt, même ceux qui ont été soutenus. Mais je pense quand même que les municipales restent un scrutin très local et que la personnalité du candidat primera sur le contexte. Arnaud Develde, peut-être avant qu'est-ce qu'ils en pensent, que vous en pensez dans Charente-Maritime, c'est le même topo. Ça reste quand même des élections municipales, mais il y a aussi une petite influence quand même de l'actualité nationale. Alors, je partage l'avis d'Ismaël. D'abord, on vote pour des candidats dans les élections locales comme les municipales. Il n'empêche que, naturellement, on peut se douter qu'il y aura peut-être des difficultés pour certains candidats. Ça n'a pas empêché, par exemple, le maire sortant de Saintes, Jean-Philippe Machon, de réclamer et d'obtenir l'investiture de La République En Marche. Donc il y en a qui font aussi le pari que ça peut être bénéfique. Laïd Beritan, il ne faut pas qu'il y ait un accident, c'est ça, parce que je voulais dire, quand il y a un conflit social qui est là depuis longtemps, j'imagine qu'il ne faut pas qu'il y ait un vrai gros problème juste avant les élections, ça peut chambouler les choses. Il y a un élément que peu ont souligné, c'est que depuis décembre, la stratégie nationale de La République En Marche, on se demandait justement qui allait l'adouber. Est-ce que c'était des listes autonomes ou des maires sortants avec l'étiquette ou l'estampille ou, on va dire, le soutien des LREM. Et on a vu que la stratégie de Stanislas Guerini, qui est le patron des LREM, eh bien, cette fin d'année, donc 2019, beaucoup de communes, et tu parlais de Arnaud Develde, de Jean-Philippe Machon à Saintes, beaucoup de maires sortants, plutôt divers droite, ont obtenu le soutien à tout à l'heure. Et c'est une stratégie assez, pour le coup, le contexte national, je pense, a aidé à avoir ce type de position. Autre contexte, celui de la poussée de l'écologie politique, que ce soit dans les urnes, avec les résultats, on s'en souvient, des dernières européennes, mais aussi dans les médias, avec la multiplication des catastrophes écologiques dues au réchauffement climatique. On le voit dans tous les soirs, dans les journaux télévisés, dans les journaux tout court et à la radio. Est-ce que la question environnementale sera centrale dans cette campagne électorale ? En tout cas, tous les candidats essayent de mettre du vert dans leur programme. Alors, on connaît que quelques grandes lignes pour tous, mais on sent qu'ils veulent tous afficher un peu de vert sur leurs documents. Je pense que ça a surtout permis aux candidats verts
d'être en position de force au moment de négocier qui est le candidat à gauche. On le voit à Angoulême où Françoise Coutan a refusé la main tendue de Martine Pinville, qui était pourtant une ex-secrétaire d'État de ne pas fusionner avant le deuxième tour. De ne pas fusionner avant le deuxième et d'être la leader d'une gauche qui réunit les Verts, Génération et Place Publique notamment. Arnaud De Velde, c'est des écologistes en confiance en ce moment aussi en Charente-Maritime ? En tout cas, à La Rochelle, par exemple, Jean-Marc Soubest a décidé, comme il l'avait fait d'ailleurs la fois précédente, de conduire une liste autonome. On verra ensuite si il est possible de fusionner ou pas. Naturellement, les Verts se sont un peu poussés des ailes après les résultats des européennes, même si, rappelons-le, les européennes et les municipales, ça n'a pas grand-chose à voir. Laïd Beritan. Oui, avec des nuances quand même. Compter sur ce. On parle de l'Australie, on parle de tout, des pesticides. Enfin voilà, c'est des choses dont on parlait beaucoup moins il n'y a pas si longtemps, même il y a 6 ans, on n'en parlait pas autant. Est-ce que ça va vraiment influencer cette campagne électorale municipale ? On est en janvier, donc mi-janvier, et on ne connaît pas effectivement les programmes des uns et des autres. Donc est-ce que ces programmes des sortants ont cette tonalité verte dans leur programme 2020-2026, pour l'instant, on l'ignore. Il y a surtout, effectivement, beaucoup de bilans, et les adversaires, qu'ils soient verts ou autres, vont attaquer le bilan des sortants. Donc la tonalité verte, d'abord, il va falloir la trouver dans les programmes que vont sortir les candidats de manière officielle, et notamment les sortants. Et puis, dans certaines villes, vous avez évoqué Angoulême, mais il y a des villes comme Niort, comme Poitiers, où il y a plutôt des divisions à gauche, et même au sein même des écologistes, qui font qu'effectivement, la stratégie, là, on la cherche. Baptiste Bise. Ouais, je pensais à ça, justement, parce que c'est vrai que les Verts ont quand même fait 25% aux européennes à Poitiers. C'est beaucoup, mais ils avaient aussi fait 16% en municipal il y a 6 ans. Donc, au premier comme au deuxième tour, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Donc ils peuvent rééditer une performance comme ça. Ils se voient eux-mêmes rivaliser avec le maire sortant. Alors qu'on sait quand même que les élections européennes sont favorables des listes comme celle des Verts et moins pour les municipales. C'est vrai. Et ils ont un handicap, et là il y faisait référence, à Poitiers, parce que je reprends l'exemple de Poitiers, c'est qu'il y a 2 listes où il y a des écologistes. Il y a une liste où il y a Europe Écologie des Verts avec un collectif citoyen qui s'appelle Poitiers Collectif. Mais il y a une autre liste, Osons Poitiers, le groupe sortant où il y a France Insoumise et les composantes d'extrême gauche, et puis des écologistes. Donc voilà, ils réduisent quand même leurs chances de faire un carton dès le premier tour. Dernier élément contextuel de ces élections municipales, on l'a un petit peu abordé en début d'émission, l'éclatement du paysage politique. Depuis la présidentielle et les législatives de 2017, Emmanuel Macron a éparpillé façon puzzle la droite parlementaire ainsi que le Parti socialiste. 3 ans après, messieurs, n'est-il pas trop franchement compliqué pour les électeurs de connaître précisément le positionnement politique des candidats de tête de liste, d'autant que, on le disait, l'appartenance à un parti politique lors des municipales est souvent occultée. Qu'en pensez-vous ? Je commence. J'en pense. Nous, on est surpris depuis le début de cette campagne. On a l'impression qu'il n'y a plus de parti politique. Oui. Tout le monde semble cacher son étiquette, en tout cas en Charente, à Angoulême et à Cognac, à part le candidat En Marche de Cognac. Mais si on revient sur Angoulême, Martine Pinville ne dit surtout pas qu'elle est socialiste et ne mettra pas, a priori, le logo du PS sur son document de campagne. Il n'y a plus de candidat LR, plus personne ne revendique cette étiquette-là non plus. Ils sont tous soit angoumoisins, soit cognacais. Pour les angoumoisins d'abord, alors que quand même l'appartenance à une famille politique reste un marqueur aujourd'hui. Même dans les qui municipales permet de cataloguer les gens. Même pour les municipales, sur des villes de la taille d'Angoulême et de Cognac. Est-ce que vous acquiescez, Arnaud De Velde ? Pour les plus petites, pas forcément. Ah, en effet, je constate que en dehors du Rassemblement national et des Verts que nous évoquions, apparemment, il n'y a plus de parti. Plus personne n'adhère au Parti socialiste, il n'y a plus de républicains, tout le monde se dit indépendant, d'esprit libre. C'est le cas par exemple du maire de Royan, Patrick Maringot, qui pourtant revendiquait ses étiquettes UMP, les républicains successives. Eh bien, cette année part sans étiquette en disant non, j'ai une liste de rassemblement, certes plutôt ancrée à droite, mais de rassemblement. Mais Laïd Beritan, c'est pas nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau, mais quand même, ça s'est accentué. Je pense que l'analyse qu'on peut avoir, c'est 2017, la présidentielle de 2017 a totalement rebattu les cartes, à la fois sur la manière de faire de la politique, aussi à la fois concernant les partis politiques, les partis sortants d'ailleurs. Et donc, quand on gagne une présidentielle avec un parti qui n'existait pas, aujourd'hui, ceux qui font de la politique pour les municipales se disent on peut plus faire de la politique de la même manière. Les partis, on va dire, dits anciens, eh bien, leur logiciel, leur manière de faire est totalement obsolète. Ce qui apparaît aujourd'hui, je crois, c'est la notion de collectif. On voit de plus en plus des listes, notion collectif, citoyen. C'est et puis
les maires sortants vont renouveler énormément leurs sortants. Il n'y a pas un seul maire qui me dit finalement c'est la moitié de mes adjoints ou ma liste qui va être renouvelée. Ça dit beaucoup de choses quand même, cette campagne 2020. Oui, je trouve qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laïd. On le voit à Niort, à gauche, il y a un foisonnement d'initiatives. C'est des partis qui se cachent derrière des collectifs, ou des collectifs au sein duquel il y a des partis. Il y en a 3 pour le moment, il n'y en aura peut-être que 2 d'ici dimanche. Et c'est vrai, quand on regarde de très près, les uns et les autres, on les connaît. Ils ont tous des parcours politiques. Bien sûr. Donc personne n'est apolitique. Mais la Alors, démarche... qui est dupe de tout cela, en fait, et à quoi ça sert réellement? C'est la manière de faire de la politique qui est peut-être différente. Alors, ça fait aussi cuisine, parce que beaucoup, effectivement, sont pas ralliés, parce qu'on peut imaginer que ces collectifs-là s'associent pour faire des partis, ou des listes très fortes face aux maires sortantes. C'est pas le cas. On voit bien qu'il y a encore des problèmes de personnalité, de personnes, mais on est au début de quelque chose. Ouais. Voilà. Alors, Sur cet aspect collectif, il ne faut pas oublier aussi qu'on est que quelques mois après la crise des Gilets jaunes, qui Aussi. impose de faire de la politique Complètement. autrement et Aussi, qui a demandé une ouais. démocratie directe. Il y a une Très crise de la rapide. représentation, incontestablement. Je souhaitais ajouter qu'il y a quand même des étiquettes qui sont porteuses, on en parlait juste avant. L'étiquette... Arnaud Devel, RN et Écolo. Oui, c'est ça. Étiquette Rassemblement National, clairement, quel que soit le candidat, ils feront le score qu'ils doivent faire. Voilà. On vote pour C'est même l'étiquette. l'inverse, il y a une étiquette, mais on n'a pas encore les candidats. Alors justement, on va parler maintenant des équilibres politiques, ou si vous préférez des forces en présence. On va rentrer dans le concret. Ismaël Karoum, à Angoulême, on a un maire donc sortant qui se représente avec à la fois le soutien des Républicains et de La République En Marche. Et vous me dites, mais c'est pas gagné pour autant. Alors, je ne sais pas, c'est pas gagné, il est clairement favori, il a une image de proximité largement répandue dans la population, il aime effectivement aller au contact des gens, il l'a fait pendant tout son mandat. Sur le soutien obtenu auprès d'En Marche, on peut quand même noter qu'il l'a accueilli, mais qu'il n'a pas dit merci trop fort, même si Emmanuel Macron viendra au Festival de la BD fin janvier. Ce que j'observe, c'est que Angoulême a quand même un socle de gauche relativement important, on l'a toujours vu tout au long de l'histoire, et que s'il n'a pas de dissidence face à lui à droite au premier tour, c'est une bonne chose, Xavier Bonnefond, mais il a très peu de réserve de voix quand même pour le deuxième. Mais à gauche, il y a une division entre d'un À gauche, côté il y a une division au premier la liste tour. Coutan et la liste Pinville. Exactement, mais elles ont d'ores et déjà promis de s'unir pour le deuxième tour si nécessaire. Et Françoise Coutan a aussi quand même ratissé assez large à gauche, je te le citais tout à l'heure, que ce soit Place Publique, Génération, des anciens du PS. Donc les davantage de Verts. réserve à gauche qu'à droite, Je pense, c'est la petite musique de la confiance qu'entretiennent certains membres dans l'entourage De Xavier Bonnefond. Peut-être s'en méfier un petit peu quand même. Le fait qu'il y ait d'un côté à la mairie Xavier Bonnefond et que d'autre côté Grand Angoulême, il y ait un adversaire politique, Jean-François Doré, qui est socialiste, mais que les choses sont bien en place, est-ce que c'est pas un peu confortable finalement pour les uns et pour les autres? Je suis pas sûr, parce qu'on sent par contre très bien à l'échelle de l'agglomération d'Angoulême que se monte une sorte de front de tout sauf Doré, tout sauf Jean-François Doré, notamment mené par mes communes principales. Je pense que c'est pas neutre d'ailleurs que François Nebout, élu depuis 1989, reparte à Soyaux pour éviter que la ville ne bascule. Donc je pense non, il y a un vrai combat, car tout le monde a bien compris aussi, vu les contraintes budgétaires qui pèsent sur les communes, que le vrai pouvoir est à l'agglomération. Absolument. Arnaud Develde à La Rochelle, tradition oblige, c'est très compliqué, mais vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. J'espère. On nous annonce un match, clairement, entre le sortant Jean-François Fontaine. On se rappelle les circonstances particulières de son élection il y a 6 ans. C'était au sortir d'une primaire sur laquelle il s'était finalement royalement assis. À l'époque, il avait le soutien d'un certain Olivier Falorni qui va se retrouver face à lui maintenant. Olivier Falorni a pris l'offensive il y a déjà plusieurs mois. Il a été très dur avec le maire, parlant d'un type inhumain. Mais finalement, depuis, on a l'impression que la campagne d'Olivier Falorni patine un peu. Dans le rôle des arbitres, Europe Écologie Les Verts, il y a aussi un mouvement citoyen rochelais qui pourrait jouer peut-être sa partition. Et puis, un seul adversaire de droite, Bruno Léal, mais traditionnellement, la droite fait des petits scores à La Rochelle au municipal. Puis il y a aussi de savoir qui va s'allier avec Jean-François Fontaine ou au contraire qui s'allie avec Olivier Falorni, et c'est pas toujours très facile à suivre non plus de ce côté-là. Pas très simple. On voit que les anciens adversaires de Fontaine au Parti socialiste auraient plutôt tendance à vouloir le rejoindre maintenant. On a cru comprendre que La République En Marche ne voyait pas d'un mauvais œil sa candidature. Olivier Falorni risque de se retrouver un peu seul.
Ceci dit, Arnaud, ce que vous dites pour La Rochelle, c'est comme une exception. Là, encore une fois, La Rochelle fait toujours exception, quelles que soient les élections, parce que c'est la première fois qu'un maire sortant est adoubé officiellement par LREM et le Parti socialiste. Je crois que c'est une figure de style qu'on ne retrouve pas, en tous les cas, dans la région. Pas à ma connaissance. À Poitiers, tiens, justement, il y a un contentieux là entre La République En Marche et Sacha Houlié, par exemple, et le maire sortant socialiste Alain Claes. C'est une donnée particulière aussi. Oui, c'est vrai que dans beaucoup d'autres villes, La République En Marche a cherché des alliances avec les maires sortants, on connaît leur stratégie. À Poitiers, pas du tout. Dès le départ, on a compris qu'il y avait une grande détermination de la part des dirigeants de La République En Marche, et en particulier de Sacha Houlié. Des dirigeants locaux plutôt, parce que j'ai cru comprendre qu'entre Emmanuel Macron et Alain Claes, ça se passe plutôt pas mal. C'est ce qui nous est rapporté. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'Élysée, mais on a compris qu'au sein de la majorité, en tout cas, et parmi les dirigeants parisiens, on va dire, une alliance avec Alain Claes n'était pas exclue d'emblée, et que certains ministres, notamment Jean-Yves Le Drian, qui s'en est pas caché, plaidaient pour qu'il y ait un accord avec Alain Claes dès le premier tour. Localement, c'était inenvisageable. Il y a clairement beaucoup d'animosité. Oui, même de rancœur, puisque ce sont des vieilles histoires. D'ailleurs, ça prend crescendo un peu cette tournure, parce que jusqu'à maintenant, ces derniers mois, Alain Claes était assez prudent vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron, donc il ne le critiquait pas de manière ouvertement. Mais la dernière sortie d'Alain Claes concernant la réforme des retraites, elle est catégorique. Et donc, il a dit ce qu'il en pensait de manière claire et nette. Donc, il est contre. Donc, et ça correspond aussi aux attaques de La République En Marche vis-à-vis de son action et de son bilan. Je trouve que c'est plus nuancé, que depuis le début, il ménage quand même le gouvernement, qu'il a pris position 2-3 fois sur des sujets où il n'était pas d'accord, et même sur la réforme des retraites, il est juste contre l'âge pivot, et il dit que c'est une bonne chose, la réforme des retraites, le régime universel, la retraite à points. Vous voyez, il ménage quand même. Parce qu'il a obtenu des gages, notamment sur certains dossiers, notamment locaux aussi. Peut-être. Oui, effectivement. Autre donnée à Poitiers, on le disait tout à l'heure, la confiance chez les écologistes pourtant divisée. Est-ce que ça risque... Beaucoup disent que les écologistes peuvent créer la surprise à Poitiers à l'issue du premier tour. Mais il se trouve qu'il y a quand même deux listes finalement qui sont... On ne voit pas bien d'où peut venir la surprise, c'est surtout ça. Tous disent effectivement Alain Claes peut être battu, il est maire depuis 2 mandats, bon, il a 70 ans. Voilà. Mais pour le moment, on ne voit rien émerger, on ne voit pas de dynamique se créer, si ce n'est celle des écologistes autour de Poitiers Collectif, qui ont réussi quand même à fédérer quelques partis de gauche, notamment le Parti communiste, qui les a rejoints. Et avec un propos assez particulier, puisque la tête de liste, enfin, on imagine une tête de liste, Léonard Monconduit a dit « Moi, je veux bien être maire de Poitiers, mais si je suis maire de Poitiers, je ne serai pas présidente de Grand Poitiers. » Ça, ils sont plusieurs à dire ça. C'est aussi le cas du candidat de La République En Marche, qui veulent présenter des tickets. Pourquoi ? Parce que le débat, là, encore une fois, par rapport à 2014 et 2020, il y a eu les intercommunalités, il y a eu effectivement la métropolisation qui a aussi changé la donne. Donc tout à l'heure, on évoquait les cartes politiques rebattues depuis l'élection de 2017. Là aussi, depuis 2015, on a aussi changé beaucoup de choses dans l'organisation du pays. Et ça se voit aussi sur cette élection-là. Parce qu'aujourd'hui, qui dirige, qui a l'argent ? C'est Grand Poitiers, donc c'est une structure à 40 communes. Grand Angoulême, on évoquait la situation de Grand Angoulême, mais il faut se rappeler que quand Grand Angoulême a été créé, c'est pas le maire capitale qui est devenu le maire. Et donc, il y a eu une situation de faiblesse entre le maire sortant de la ville capitale, qui n'est pas le maire, le président de Grand Angoulême. Ça a posé question, effectivement, en termes de notoriété. On le voit à Saintes avec Jean-Philippe Machon, qui n'est pas le président de la structure intercommunale, mais qui s'appelle Jean-Claude Classic. À Arcanior, les choses sont plus simples, même si politiquement c'est tendu. Donc la question des intercos, des grands espaces, elle pèse aussi dans cette élection. On revient à Poitiers. La droite pictavienne présente un illustre inconnu, tardivement en plus, avec un profil franchement atypique qui s'appelle Thierry Alquier. Ouais, clairement, il y avait le feu. Le président de la Fédération Les Républicains a démissionné. Le nouveau secrétaire général qui s'est retrouvé président par intérim s'est rendu compte qu'à 3 mois des municipales, il n'y avait toujours pas de candidat. Donc ils ont sorti ce monsieur Alquier du chapeau, que personne ne connaissait, qui était issu d'une mouvance plutôt citoyenne, qui s'était intéressé aux démarches des écolos, Poitiers Collectif, aux démarches d'Osons Poitiers. Enfin, profil atypique. C'est une grande surprise, effectivement. Ils ont réussi un premier exploit, c'est de réconcilier ce qu'il reste de la droite poitevine, notamment au sein du conseil municipal. Donc, mais bon, eux-mêmes, je pense, sont plus là pour se dire qu'il y a au moins une liste Les Républicains. Je ne pense pas qu'ils se croient raisonnablement au deuxième tour. On reste dans la Vienne, à Châtellerault, le rapprochement entre En Marche et Jean-Pierre Ablin, là pour le coup, a fait pchit, comme l'a très bien titré l'ANR. Du coup, David Simon, le candidat macroniste et ancien socialiste, sera face au maire sortant. C'est ça. Il faut voir le titre de Franck Bastard, le journaliste de Châtellerault, le chef d'agence de Châtellerault de la Nouvelle République et Centre Presse. Vendredi, c'était Qui peut battre Jean-Pierre Ablin ? Parce que là,
pareil, on ne voit pas trop ce qui peut se passer à Châtellerault. Jean-Pierre Ablin, maire sortant, apparaît hyper favori. David Simon et lui n'ont pas réussi à s'entendre. En fonction du résultat, peut-être seront-ils amenés à rediscuter entre le 15 et le 22 mars. Quoi. À Niort, c'est un peu comme Angoulême. Le maire sortant semble connaître un peu la même situation, avec l'appui de la droite et de la République En Marche. L'aide Britann, est-ce que cela signifie que tout est déjà joué pour Jérôme Baloge? Alors la question, est-ce qu'il fera le même coup qu'en 2014, une élection dès le premier tour, hein, ça a été une surprise. C'était la surprise de d'il y cette a 6 élection ans. de 2014 avec plus de 54% des voix. Ça m'étonnerait quand même, difficile de faire. Quoique, après, effectivement, tout dépend de ce qu'il aura en face de lui. On évoquait les divisions, des listes collectives, plutôt vertes. Mais il y a une deuxième liste qui se dessine, qui s'appelle Niort prochaine à gauche, avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Vido, qui devait partir au combat, mais qui a jeté l'éponge. Nicolas Vido, pour ceux qui connaissent bien l'histoire niortaise, il était membre du cabinet de Bernard Bellec dans les années 90, quand on dit qu'on fait pas de politique. Donc c'est pas très clair finalement tout ça. Deux listes, une liste plutôt à niveau de gauche, l'opposition. d'un côté des Verts, d'autres qui s'entendent pas avec les uns et les autres. Eh bien, pour l'instant, en termes de visibilité et en termes de notoriété, il n'y a que Jérôme Baloge qui émerge. Alors, quels sont aujourd'hui... Sans être officiellement déclaré, puisqu'il se déclarera, je crois que c'est le 18 janvier. Quels sont aujourd'hui les chantiers proposés ou imposés dans les grands projets dans les principales villes de Poitou-Charentes? Ismaël Karoum, j'ai lu, moi, dans la Charente Libre, que pour Angoulême, il s'agissait du site de l'ancienne grande poudrerie. Enjeu des municipales, vrai ou faux? L'un des enjeux, car 177, donc cette ancienne poudrerie a été dépolluée, elle va revenir dans le domaine public. Elle représente 177 hectares aux portes de la ville, ce qui est énorme, c'est 10% Et ça aiguise les appétits. de la ville, ça aiguise les appétits. Alors, en même temps, tous les candidats, même quand ils imaginent des projets de panneaux solaires, d'un peu de tertiaire, de résidentiel, de bureaux ou d'espaces naturels, restent très prudents, car il ne faut pas se leurrer. Réaménager, réaffecter, redonner un avenir à une telle emprise foncière, ça ne se fera pas sur un mandat. Et j'ai lu que les rues dans Angoulême étaient un enjeu plus important. Alors, finalement. Ça, c'est par contre un enjeu dont on entend beaucoup plus parler. La rénovation des routes. En 2008, Philippe Lavaux déjà indiquait qu'il allait lancer un grand plan Marshall des routes. Ça reste une problématique 12 ans plus tard. Avec la plus faible dépense par habitant pour les routes dans la Poitou-Charentes. Arnaud Develde, sur quel chantier vont se focaliser les candidats à La Rochelle? Alors, sur d'abord un chantier qui, on peut dire, est presque parti, celui de l'hôpital qui doit être construit à la place de l'actuel parc des expositions. Chantier d'ailleurs fustigé par Olivier Falorni, qui estime que Jean-François Fontaine a pris la décision tout seul. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est le projet de territoire zéro carbone d'ici 2040. La ville de La Rochelle a été labellisée. Il s'agit maintenant de mettre en musique le programme qui a été présenté et validé par le ministère de la Transition écologique. Et donc là, quel que soit le candidat, on va dire, entre les deux principaux, pour le moment, ils sont d'accord par rapport à cela. Il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de divergence. Ah, le coup est parti de toute façon, donc il faut maintenant le porter, quoi qu'il arrive. À Poitiers, on a l'impression d'être davantage sur de la petite polémique, comme celle concernant le positionnement d'Alain Claes il y a 6 ans sur l'Arena, que sur la présentation de grands dossiers. Non, je me trompe? C'est vrai que la campagne a du mal à débuter. On a l'impression d'ailleurs qu'elle n'a pas encore vraiment commencé. Il y a très peu de propositions, mais j'ai pas le sentiment qu'on va avoir des grandes propositions spectaculaires. Les candidats vont sans doute plus essayer de répondre à des demandes de services, des problèmes de logement, des problèmes de mobilité, les transports, les lignes de bus, du pratique. D'ailleurs, le slogan... Bus, pour le coup, c'est un dossier qui déjà était là il y a 6 ans avec le BHNS. Oui, mais alors encore une fois, c'était du truc spectaculaire. Il y en a qui proposent le tramway, peut-être. On sait bien que ça ne se fera pas. C'est le quotidien qui va peut-être effectivement C'est l'amener, mais dans la manière. Propreté, sécurité, proximité. Oui. Et les Britann, à Niort, de quoi rêve-t-on dans cette Niort, campagne? il y a effectivement, vous évoquez le problème de la sécurité, ça va être aussi un des thèmes de la campagne, parce que Niort a été marqué ces derniers mois par des problèmes de drogue. On l'a bien vu en août dernier, il y a eu des séries de fusillades dans le quartier du Clos Boucher, qui est quand même un quartier emblématique de Niort, où il y a plus de 2800 personnes. Donc c'est un quartier qui concentre à la fois des problèmes de délinquance. Donc ça va être un enjeu de sécurité. Pour le maire sortant, et c'est aussi son grand projet, c'est le port Boineau, la transformation de, effectivement, l'ancienne chamoiserie Boineau pour en faire un lieu, on va dire, multi-activité. La piscine du Pré-le-Roi avec sa dimension olympique. Donc il y a quand même des projets qui sont en phase de terminaison, 2020, 2021, 2022. C'est pour ça que beaucoup disent il nous faut un deuxième mandat pour poursuivre. Allez,
Allez, très rapidement, messieurs, où peut-il y avoir des surprises? Sur quelle ville doit-on focaliser notre analyse avant ces Cognac, municipales? Cognac, Oui, Cognac est intéressant. effectivement, C'est le il y a- balancier permanent, Cognac. Voilà. Ouais, pratiquement. Cognac, je sais pas si ce sera une surprise. En tout cas, c'est ouvert et c'est quasiment impossible de faire un pronostic. Après 2 mandats, Michel Gouranchat a décidé de raccrocher les gants. Il l'avait d'ailleurs dit dès 2008 qu'il ne serait le maire que de 2 mandats. Aujourd'hui, oui, le bal des ambitieux est déjà complet. 7 candidats Il y a du monde. indiquent vouloir se présenter. Je suis pas sûr qu'ils soient 7 Il y a le tout. 27 février après le dépôt légal. Arnaud Devel, peut-être en Charente-Maritime, il nous reste très peu de temps. Vous parliez de Royan, je pense. Royan à surveiller parce que le le Rassemblement national y a fait un score particulièrement important lors des européennes et surtout il a devancé le parti, la formation politique du maire sortant Patrick Maringaud. Est-ce que ce match peut se rejouer ainsi pour les municipales? À regarder. Les Béritan, dans les Sainte Deux-Sèvres. également, en Dans les Charente-Maritime. Deux-Sèvres. Mais Sainte, c'est important, parce oui, que Sainte mais est on un a plus le balancier. temps. Dans les Deux-Sèvres, on va plutôt s'intéresser à Bressuire, à Thouars. Là, pour beaucoup de sortants ne se représentent pas. Donc c'est important de savoir ce qui va se passer. L'après-sortant. Bressuire, Thouars, Mel. Mel. Bon, après, toutes les petites communes, Choret, des maires emblématiques ils vont partir au bout de 4 mandats. Et puis, bien sûr, Niort, ville-capitale, pour voir quel sera le score du maire sortant. Baptiste Et Bise dans dans la Vienne, Vienne. j'ajoute Montmorillon, où le maire sortant ne se représente pas non plus. Voilà. C'est tout? Franchement, on voit pas trop dans les Deux-Sèvres. Parthenay, je sais pas trop. Où Parthenay est-ce que aussi, Xavier si, Argenton, intéressant parce ouais. qu'il a une liste dissidente. Il y a beaucoup de dissidence dans les Deux-Sèvres. À Parthenay, c'est de la dissidence. À Bressuire, c'est de la dissidence. À Thouars, c'est de la dissidence. Là, pour le coup, c'est intéressant. Même si ce sont des communes de moins de 20 000 habitants. Et pour le coup, politiquement, il sera intéressant de vérifier et de Et suivre bien ça. sûr, on va suivre tout ça sur France 3 Poitou-Charentes et dans vos organes de presse respectifs, messieurs. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Je souhaite un prompt rétablissement à notre confrère de France Bleu Poitou, Vincent Hulin, qui n'a pas pu se joindre à nous. Prompt rétablissement également à vous, Arnaud Develde. Et soignez-moi ce rhume, s'il vous plaît. Dimanche prochain, je recevrai les maires qui ne se représentent pas cette année. Enfin, des maires, pas tous, heureusement. Et nous verrons comment ils ont vécu leur expérience de maire et comment ils voient l'avenir des maires avec la concurrence des communautés de communes. D'ici là, passez une très bonne semaine. À très vite.